Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Pluriel, demain à 2h30. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommet de ce magazine. Nous parcourons ce magazine avec des nouvelles en provenance de l'Afrique où le président Biya annonce l'éradication de la secte islamique Boko Haram. En effet, lors de la réception des Chinois libérés le week-end dernier par les forces armées camerounaises, le président Biya a promis donc que les forces armées camerounaises combattront la secte islamique Boko Haram jusqu'à son éradication. En Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo qui sera jugée sur place. Les autorités ivoiriennes ont annoncé que le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, débutera le 22 octobre prochain devant la cour d'assises à Abidjan. Entre-temps, rappelons que la Cour pénale internationale souhaite la juger à La Haye. Notre débat de ce mois nous promènera également vers le Conseil de sécurité de l'ONU et la Cour pénale internationale qui semble aujourd'hui très efficace lorsqu'il s'agit d'aller arrêter les dictateurs africains. L'action de ces institutions est donc très efficace, mais cependant, ces derniers temps, donc, le fonctionnement de la CPI est de plus en plus décrié au point où les observateurs dignes de foi pensent que ces institutions servent comme outil de règlement de compte. Nous réfléchirons ensemble durant ce mois sur ce sujet. Et donc, pour vous permettre de vous installer convenablement et permettre à notre invité de prendre place parmi nous, on vous propose cette ponctuation musicale. J'ai rencontré Aïssa,
tu m'as tourné la tête, oh maman, je n'en peux plus. Aïssa, tu m'as tourné la tête, oh maman, dis-moi la vérité. Amène-moi au Mali, Aïssa, chez ma maman Traoré. Amène-moi au Togo, Sénégal, Centrafrique, c'est l'ambiance. Amène-moi Côte d'Ivoire, Cameroun, Nagabon, Katenou, Makele. Amène-moi au Congo, Guinée, Zaïre, Afrique, Mobimba, Aïssa. Amène-moi à Bamako Koura. Tonton Diallo, en tout cas, faites quelque chose. Oh, Chartier, ouais, Keïta. Samba, amène-moi les bijoux, je vais acheter pour donner chez Aïssa. J'aime. Amène-moi au Mali, Aïssa, chez ma maman Traoré. Amène-moi au Togo, Sénégal, Centrafrique, c'est l'ambiance. Amène-moi Côte d'Ivoire, Cameroun, Nagabon, Katenou, Makele. Amène-moi au Congo, Guinée, Zaïre, Afrique, Mobimba, Isaïe. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retour dans ce sur la 91.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest, dont cette chanson a permis à plus d'une personne d'avoir de souvenirs. Et c'est avec ces chansons que nous avons également accueilli notre invité qui est déjà parmi nous. Il s'agit de Jean Delacroix Koudada. Bonsoir Jean Delacroix. Bonsoir. Merci d'avoir soutenu notre invitation. C'est vous qui nous permettrez ce soir de pouvoir donc décortiquer, décrypter un tout petit peu l'actualité en provenance de l'Afrique. Également, c'est vous qui nous aiderez ce soir à mieux comprendre un tout petit peu les enjeux en présence aujourd'hui sur le continent africain pour ce qui est de l'action de la CPI et du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien entendu, également, notre consultant Henri Ndoumbe interviendra au cours de cette édition. Voilà. Alors, Jean Delacroix, vous avez l'air intimidé ou vous faites le timide? Non, ça va, je suis très à l'aise. Très à l'aise. Ouais. Alors, sinon, ce n'est qu'une apparence. Donc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, Jean Delacroix Koudada, il est donc analyste des questions africaines. Il est docteur en philosophie. Il est analyste donc, politique des questions africaines et aussi, il est écrivain, enseignant, traducteur et interprète. Aujourd'hui, donc, Jean Delacroix Koudada est chercheur, comme on aime les appeler, chercheur indépendant. Mais avant donc d'aborder donc toutes ces questions, nous allons faire un petit voyage en Afrique via les ondes afin donc de pouvoir donc commenter avec notre invité de ce soir l'actualité en provenance de l'Afrique.
Mais information que nous commentons nous vient donc du Cameroun. C'est le président camerounais Paul Biya qui a promis hier lundi l'éradication totale du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Ces déclarations interviennent donc au lendemain de la libération des 27 otages chinois et camerounais. Boko Haram est soupçonné d'être à l'origine de leur capture. Ils ont été enlevés en mai et en juillet dans 2 localités de la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière au Nigeria. Le gouvernement camerounais, je cite Paul Biya, vous donne l'assurance qu'il va continuer sans relâche à combattre Boko Haram jusqu'à son éradication totale, a déclaré donc l'État camerounais. C'était à l'occasion de la réception des otages hier lundi. Rappelons également que voilà déjà 6 mois que près de 200 jeunes filles ont été enlevées par cette secte islamique et il y a eu de grandes promesses. Nous avons eu des grandes rencontres, on va dire, au sommet en France et partout en Afrique où il y a eu des promesses, et aujourd'hui, ces jeunes filles sont toujours entre les mains de la secte islamiste, sachant que certaines d'entre elles sont, d'après les déclarations de celles qui ont pu s'échapper, elles sont enceintes. Jean de la Croix-Koudada, quelle est votre réaction face à cette situation aujourd'hui? Oui, d'abord, je salue évidemment le courage du président Biya du Cameroun. Et ça doit interpeller aussi tous les autres présidents africains. Parce que cet acte que j'appelle moi un acte de barbarie qui a sévi ou qui est en train de se manifester en Afrique doit en tout cas cesser. Mais le problème c'est que les efforts ne peuvent pas seulement être des Camerounais. Donc voilà pourquoi j'ai toujours moi encouragé que la création, n'est-ce pas, ou de l'unité africaine qu'on essaye un peu d'étouffer, puisse en tout cas continuer à fonctionner normalement. S'il y a un problème peut-être des statuts ou quoi, mais il faudra que cette unité puisse être là. Parce que ça ne sert à rien qu'au Cameroun, par exemple, les efforts sont consentis, mais qu'au Mali, ça freine, ou qu'au Tchad, ça freine, ou en RDC, ou au Rwanda, et j'en passe. Donc, tant que le continent africain n'arrive pas à s'unir, il est difficile que les combats soient effectivement soient menés dans ce sens-là. Donc il faudrait que tous les pays se mettent tout à fait d'accord pour mettre fin, n'est-ce pas, à ce que j'appelle un phénomène tout à fait djihadiste. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un vœu pieux que tous les pays se mettent d'accord. Cependant, il est clair que sur le continent africain, les guerres fratricides déchirent ce même continent, et que parallèlement, au niveau de l'Union africaine, on a l'impression que c'est une grande coquille, mais qui au fond est vide. C'est-à-dire l'héritière de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui aujourd'hui, l'Union africaine, semble inefficace. Vous qui suivez ces questions de très près, à votre avis, où se trouve la réelle difficulté au niveau des Africains? Oui, la difficulté se trouve simplement au niveau, n'est-ce pas, des intérêts. Quels intérêts? Donc, c'est-à-dire que vous avez parlé des guerres fratricides. C'est-à-dire que l'Africain n'arrive pas toujours à se prendre en charge. Et ça, c'est un grand problème pour l'Africain. Et tant qu'il sera toujours dépendant, qu'il sera toujours facilement corruptible, parce qu'on lui promet ceci, un paquet d'argent ou ça, et il arrive toujours à trahir. C'est comme ça que toutes les révolutions n'arrivent pas à réussir. Parce que l'Africain, je ne dis pas qu'il n'a pas une culture, n'est-ce pas, de vivre dans une nation, c'est trop fort, parce qu'en fait, il y a des Africains aussi patriotes. Voilà. Donc, mais, moi, je regrette souvent, c'est que c'est souvent l'argent qui déchire, n'est-ce pas, les pays africains. L'argent au centre. Donc, lorsqu'on vous dit aujourd'hui, il faut être ensemble aujourd'hui pour construire quelque chose, mais après, on peut facilement vous déstabiliser lorsque il est question, n'est-ce pas, d'un problème d'argent. Voilà. Alors, moi, je voudrais pousser un peu plus loin parce que prenons le cas de la secte islamiste Boko Haram qui sévit au Nigeria et au Cameroun en même temps. C'est-à-dire que cette secte est arrivée au Cameroun, elle a pu causer, a pu tuer, enlever des gens, revendiquer ces actes barbares. Aujourd'hui, après 200 jeunes filles qui ont été enlevées, voilà, 6 mois, il ne se passe rien. Il y a des intérêts, c'est vrai. Mais sur le plan humain, ce peuple qui semble quand même avoir une longue histoire de solidarité, semble, voilà, dans l'apathie. Pourquoi?
Je dis, pour voir un peu plus loin, c'est-à-dire pour quelles raisons ils ne réagissent pas comme un seul homme. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure ici. Noël, monsieur le journaliste. Donc, le problème, en fait, c'est un problème de culture, simplement ici. C'est-à-dire que l'Africain veut toujours rester un petit bébé. Il veut rester toujours un enfant. Il ne peut pas, il n'arrive pas à copier, n'est-ce pas, ce qui se passe un peu dans les concerts des autres nations. Tu vois? Donc, il n'arrive pas à grandir sur ce plan-là. Alors qu'aujourd'hui, les gens se décident de mettre fin à la barbarie. Mais lui, il veut toujours qu'on les traite, n'est-ce pas, d'un être sauvage, d'un être primitif. Et ça, c'est triste. Et donc, il faudra que les Africains se disent qu'ils sont des êtres humains qui ont un cœur, n'est-ce pas, de compassion, comme aussi les autres, n'est-ce pas, peuples de cette planète. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il faudrait un problème de conscientisation. Il faut commencer tout jeune, dans des écoles, dans des centres de formation, pour faire prendre conscience aux Africains que nous sommes en train de nous retarder pour rien, au lieu d'avancer, nous reculons. Parce que nous arrivons aujourd'hui alors que vous n'avez pas de la solidarité africaine. Elle ne tient pas pour vous, alors que nous, on est peut-être plus solidaires. Non, moi, j'insiste, et après, je laisse tranquille sur cette question. Aujourd'hui, l'Afrique regorge d'intellectuels comme vous. Oui. Vous avez écrit des livres, vous êtes écrivain. Oui. Vous avez fait des études, vous avez quand même un parcours universitaire assez, on va dire, assez riche. Oui. Et pourquoi, même ceux qui sont sur le continent africain, ces choses ne se traduisent pas par des réalisations concrètes? Je veux dire, pourquoi la réflexion, pourquoi rien ne bouge? Vous qui êtes ici aujourd'hui, pour quelles raisons? Oui, au-delà des sentiments, au-delà de ce qui peut exister, ça existe partout, dans toutes les communautés, je veux dire. Mais cependant, le cas de l'Afrique est quand même assez triste. Les décennies passent, les mêmes faits se retrouvent. On retrouve des leaders qui restent au pouvoir pendant plusieurs décennies. On retrouve des guerres fratricides. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi les Africains sont dans cette situation. Oui, c'est vrai que ce problème nous tracasse beaucoup. Nous qui avons beaucoup étudié, vous avez parlé que nous sommes très très nombreux, mais que ce soit en Europe et ici, et même ceux qui arrivent au pays, et qui ont beaucoup aussi étudié, plongent encore, n'est-ce pas, dans la médiocrité, dans la précarité, et soutiennent, n'est-ce pas, des pouvoirs tout à fait autoritaires ou autocratiques. C'est vrai que ça fait très très mal. Mais moi je crois que les problèmes, il ne faut pas seulement les prendre à ce niveau-là. Je ne voudrais pas qu'ils aient ici la communauté internationale, mais je crois qu'il est pour quelque chose. Et dès qu'on entre dans les systèmes africains, je crois qu'il y a des pactes. Et ces pactes, ça veut dire quoi? Vous devez fonctionner tel que, je crois, la communauté africaine, ou la communauté, disons, internationale voudrait. Parce que, vous savez aujourd'hui qu'il y a une théorie qui est tout à fait justifiable. C'est que le développement et la démocratie sont étroitement liés. Donc, aujourd'hui, si vous arrivez à développer l'Afrique, vous devez arriver à démocratiser. Et une fois que vous avez démocratisé, ça veut dire que les peuples est éveillé et l'Afrique va de l'avant. Donc, il y a des communautés, je crois, au niveau international, qui ne veulent pas justement que l'Afrique se développe. Donc, à ce niveau-là, on essaie de coincer les intellectuels qui arrivent et qu'on décourage facilement. Jean Lacroix, excusez-moi, j'aimerais être sûr que je vous comprends. Quand vous dites que pour développer l'Afrique, si on la développe, on peut arriver à une solution. Qui va la développer, l'Afrique? Les intellectuels africains sont là. Mais l'Afrique aujourd'hui semble être le continent où, sur le point de vue économique, la croissance existe. Mais parallèlement, sur le point de vue social et politique, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire une chose. Allez-y. Écoutez, mais tous les leaders qui sont en Afrique, qui sont au pouvoir, ce sont justement l'émanation des Occidentaux. Quand on dit émanation, c'est-à-dire... Ce sont des gens qui sont élus à partir, qui ont la légitimité aussi de la communauté internationale. Mais vous ne pouvez pas avoir le pouvoir en Afrique, s'il vous plaît, si vous n'avez pas une bénédiction des Occidentaux. Donc, ce sont justement eux qui ne veulent pas que les Africains se développent.
C'est ça le problème. En gros, si je comprends bien votre discours ce soir, c'est que c'est l'Occident qui ne voulait pas que l'Afrique se développe. Bah oui, et ça c'est clair. Noir sur blanc. Alors, prenons le cas de Boko Haram, la secte islamiste Boko Haram qui, de jour au jour, au lendemain, fait enlèvement, a enlevé même près de 200 jeunes filles nigérianes. Vous nous faites comprendre, vous nous faites croire que c'est l'Occident qui dirige ça? Ils peuvent être soutenus. Par qui? Et les armes qu'ils ont. Ils ont trouvé ça où? D'accord. Et l'homme lui-même, je veux dire, ces hommes qu'on voit tout le temps entrer, ces Africains? Oui, mais j'ai dit, ils n'ont pas une âme. C'est ça le problème. Ils n'ont pas une âme, ces gens. Ils sont des petits bandits qui sont fabriqués pour déstabiliser justement l'Afrique. Chaque fois qu'un pays africain veut se développer, on arrive à les déstabiliser. On utilise justement certains biens qui vont créer des zizanies. C'est ça le problème. Je peux vous... Chaque fois... écoutez, ça c'est purement démontable. La Côte d'Ivoire et le Sénégal et tous ces pays-là qui essaient de se mettre, qui cherchent à se développer, toujours on fera tout pour qu'ils puissent être déstabilisés. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous poursuivons notre voyage en Afrique via les ondes. Et la deuxième information qui nous arrive, donc, celle de Côte d'Ivoire, où Simone Gbagbo sera jugé effectivement sur place. Les autorités ivoiriennes ont annoncé que le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, débutera le 22 octobre devant la cour d'assises d'Abidjan. L'information a été confirmée donc par l'un de ses avocats, Maître Hervé Guamene. Madame Gbagbo est poursuivie pour crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Selon l'ONU, au moins 3000 personnes avaient été tuées dans ces violences. Ancienne vice-présidente du Front populaire ivoirien FPI, Madame Gbagbo sera jugée avec près d'une centaine d'autres proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le gouvernement ivoirien avait refusé son transfèrement à la Cour pénale internationale, estimant que la justice ivoirienne avait la compétence de la juger. Par ailleurs, les juges de la CPI ont confirmé que Laurent Gbagbo, en détention depuis le 30 novembre 2011, sera jugé à La Haye comme pour crime contre l'humanité. Alors, je me tourne vers notre invité et là, Madame Gbagbo sera jugée sur place. Et parallèlement, son mari, qui est l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, lui est jugé à la CPI. Quelle est votre réaction? Moi, je suis indigné. Pourquoi ça? En quel sens? Je suis indigné parce que d'abord, on dit que tous deux ont commis des crimes humanitaires. Et d'abord, là aussi, il faudra qu'on vérifie s'il y a eu vraiment crime humanitaire. Donc, on sépare la femme, je ne sais pas, de l'homme qui est le président, alors que peut-être que ça aurait été mieux que les deux soient jugés ensemble. Il se peut qu'il y a certaines informations que la haie pouvait retirer de la femme. Vous voyez? Mais quand vous les séparez comme ça, pourquoi on les séparer? Et donc là aussi, à ce niveau-là, je crois que si j'ai de bonnes informations, il sera le deuxième président africain qui sera jugé, parce que le premier était du Kenya. Mais c'est Uhuru. Donc je crois que le deuxième, il sera maintenant Gbagbo. Mais même à ce niveau-là aussi, est-ce qu'il ne pourra pas être jugé en Côte d'Ivoire? C'est ça le problème aussi. Pourquoi seulement il doit être jugé à la CPI? Mais la question que je vous pose, c'est de savoir, mais pourquoi aujourd'hui les Africains eux-mêmes ne prennent pas leur sort entre les mains? Pourquoi? Mais c'est justement ça, parce qu'on est justement manipulé. On est faible. Mais on est faible, c'est justement ça. Parce qu'en principe, est-ce que d'abord les Ivoiriens eux-mêmes ont demandé que M. Gbagbo soit? C'est la première question quand on fait une analyse. Est-ce que c'est la volonté des Ivoiriens que leur président soit jugé à la haie? Alors, à cette question, on ne répond pas maintenant, sachant que dans la deuxième partie de ce magazine, notre débat radiophonique de ce mois portera sur le fonctionnement et le mode de fonctionnement actuel de la CPI et le sentiment qui monte, comme quoi, en fait, on semble assister, d'après certains, à une espèce d'instrumentalisation de la CPI. Quoi qu'il en soit, on va approfondir tout à l'heure, mais la question que moi je vous pose tout de suite, voilà, que j'ai la réponse, c'est de savoir, aujourd'hui, les Africains sont jugés à la haie. Et sur le territoire ivoirien, on va juger Madame Gbagbo. Sachant que la Côte d'Ivoire actuelle, d'après ces informations, n'est pas
n'a pas retrouvé la paix et la sérénité. Il n'y a même pas encore une réelle reconstruction. On va où? Oui, mais c'est ça que je dis, que je suis tout à fait indigné. Parce que ce ne sont pas des tribunaux aussi qui manquent en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Donc, il faut d'abord qu'on arrive à comprendre nous-mêmes qui a demandé que M. Gbagbo soit jugé à la haie. Ce sont les Ivoiriens ou c'est justement la communauté internationale, c'est la CPI. Oui. Donc, moi je crois que si je comprends bien la CPI, tel qu'il fonctionne, parce que on voit tous ces mois, on aura cette thématique qui sera développée de temps en temps, grâce donc à notre radio préliminaire. Mais si tu vois le fonctionnement de la CPI, je ne voudrais pas anticiper. C'est pour dire, faut dire que ce qu'ils cherchent et c'est comme si ils veulent. C'est-à-dire, lorsqu'un pays est incapable peut-être de punir un responsable des politiques comme un dirigeant politique, et ils font tout pour mettre la main sur lui. Donc, mais est-ce que vraiment c'est comme ça que ça devait fonctionner? Parce que moi je crois que les Africains ou un pays qui a eu son dirigeant qui a fait du mal, qui a commis un crime, il pourrait être aussi arrêté dans son pays, être jugé dans son pays. Alors, juste une phrase. Rappelons que la CPI fonctionne juste selon le traité de Rome, hein, et que c'est un pays africain comme la Côte d'Ivoire, ou que la plupart des pays africains qui ont ratifié ce traité, effectivement, autorisent la CPI à mener des enquêtes lorsque le pays lui-même semble ne pas pouvoir le faire comme cela se doit dans une impartialité. On imagine donc que c'était le cas de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. À un moment, on va l'arrêter, en sens que il y avait le chaos. On imagine, hein, parce que moi je ne l'affirme pas. C'est le chaos, on a du mal à faire la vérité, et que les tribunaux sur place semblent ne pas pouvoir être dans une réelle impartialité. C'est là où la CPI intervient. Mais je disais que ça, c'est des responsabilités des Africains. Il faut mettre fin à cette histoire. Et comment? Il faut changer ces statuts-là. Et comment on peut le changer? Comment pourrait-on le changer? Eh bien, en se désintégrant, vous quittez la CPI. Si vous avez signé, vous pouvez dire que je sors. Vous êtes libre. La RDC, mon pays, peut dire aujourd'hui, mais je me retire. C'est curieux parce que... Oui, il faut commencer par là. Attends, c'est curieux parce que comme le rappelait notre consultant la semaine dernière, Henri Ndoumbe, c'est que ceux qui ont souhaité être sous l'égide de la CPI, c'est ceux qui étaient dans l'opposition en ce temps-là, et aujourd'hui sont poursuivis parce qu'ils sont aux affaires et ça ne leur convient plus. Donc, un coup, quand ça nous convient, ça va, parce que ceux qui sont au pouvoir nous tyrannisent. Et quand on change de camp, comme c'est le cas de ceux qui sont là aujourd'hui, avec Laurent Gbagbo, parce qu'à une époque, il était en opposition, dont la CPI était là pour protéger ceux qui étaient faibles, qui par la suite deviennent forts, d'accord? Ils font un abus de pouvoir. Enfin, je ne suis pas en train de juger, hein. Et à un moment, la CPI donc, entend les poursuivre pour faire la lumière sur tout ce qu'il y a eu donc, comme violence post-électorale. Et du coup, il faut quitter la CPI. Jean Lacroix Koudada, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, l'Africain ne sait pas ce qu'il veut, s'il faut fonctionner ainsi. Non, quand je dis ça, c'est un problème de dignité de l'Africain. Nous avons des juristes qui sont capables de juger quelqu'un chez nous. Et il faut le faire. Ce n'est pas un problème, je ne sais pas, d'incapacité. Non. Les Africains, vous m'avez dit tout à l'heure que nous sommes des intellectuels, que nous pouvons cerner des problèmes aussi à notre manière. Donc, dire que parce que la CPI va nous aider pour punir tel dirigeant politique, c'est simplement se rendre ridicule. Ça veut dire qu'on n'a pas de tribunaux, on n'a pas de cours qui peuvent le faire. Donc, sortir, n'est-ce pas, de cette coquille, parce que c'est une coquille. La vie d'essence, c'est une coquille. C'est justement prendre ses responsabilités. C'est tout. Et donner la chance à nos juristes de pouvoir aussi avoir de la matière, avoir comment ils peuvent... Mais j'ai dit tout à l'heure que l'Africain continue à être un petit bébé. Il faut mettre fin à ça. C'est vrai que vous dites que l'Africain continue à être un petit bébé, mais là où je trouve la difficulté, c'est que les juristes qui sont présents... C'est pas une difficulté, c'est simplement un problème de volonté politique. De dire qu'on arrête cette histoire-là parce que quelque part, ça nous salit. Elle viendra de qui? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, bien ceux qui sont dans l'opposition. Parce qu'en Afrique, on a parfois l'impression qu'ils ont les mêmes comportements. Les problèmes, c'est quoi? Évidemment, là où il y a la difficulté, je comprends. C'est que ceux qui sont au pouvoir
ont une partie de légitimité des Occidentaux. Donc, un tel comportement révolutionnaire pourra vous coûter cher, c'est vrai. Donc, ils seront intimidés par les Africains, par l'Occident, et ils ne vont pas gagner le pouvoir. Mais ça serait une bonne chose si on peut mourir comme héros. Mais c'est bien de partir proprement. Ils l'ont fait pour Kadhafi. Lorsque Kadhafi a eu beaucoup de bonnes idées pour essayer de créer ce qu'on appelle les Fonds monétaires internationaux. Mais alors, les Fonds monétaires africains cette fois-ci, ça l'a coûté ce que vous connaissez. Mais je crois qu'il est parti dignement. Il n'a pas trahi l'Afrique. Et c'est mieux comme ça. Donc, le grand problème, c'est que tous ces dirigeants-là sont dirigés par les Occidentaux, qui leur dictent. Donc, si on prend un président congolais qui dit aujourd'hui je sors de la CPI, c'est sûr qu'après 3 jours, il ne sera plus au pouvoir. Mais c'est mieux. Où est le problème? C'est mieux de partir alors dignement pour la fierté de l'Afrique. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Chaque fois que dans la vie, vous êtes devant une impasse, n'hésitez pas à démissionner pour l'intérêt de votre continent ou de votre pays. Mais si, évidemment, on ne fait pas quitter le matériel parce qu'on se dit non, fini les honneurs, fini, je ne sais pas, la richesse, eh bien, on continuera à être sous l'égide des Occidentaux. C'est ça le problème. Il faut se libérer. Il faut se libérer. C'est la seule façon. Il faut frapper fort. Quelles que soient les conséquences que ça va produire. Et je crois que les générations futures diront, cet homme-là était un grand. On revient vers vous tout à l'heure après cette brève procession musicale. Merci.
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retour dans ce studio, la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest dans l'agglomération lyonnaise. Donc ce soir, nous sommes avec notre invité Jean Delacroix Koudada. Il est donc philosophe, diplômé docteur en philosophie, écrivain, analyse des questions africaines et aussi il est chercheur indépendant. Ce soir, nous recevons dans le cadre de notre débat radiophonique qui nous mène directement vers le fonctionnement des institutions de l'ONU, le cas pratique de la CPI. Il est question pour nous ce soir effectivement de comprendre comment ça fonctionne et surtout si ce sentiment qu'on a, le sentiment d'instrumentalisation est fondé ou pas. Nous reviendrons donc vers notre invité après dans notre indicatif qui est le suivant. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Le décor est implanté, il est question ce soir pour nous de mieux comprendre pourquoi les Africains, ou plutôt certains analystes africains, semblent décrier le fonctionnement de la CPI. Donc, en vérité, le Conseil de sécurité de l'ONU et la CPI semblent très efficaces lorsqu'il faut agir sur le continent africain. L'action de ces institutions internationales a permis de mettre fin, on le sait aujourd'hui, au pouvoir de certains despotes en Afrique. C'est incontestable. Cependant, le fonctionnement de la CPI particulièrement est de plus en plus décrié au point où des observateurs dignes de foi pensent que ces structures sont instrumentalisées en fait comme qu'elles servent simplement à des règlements de compte politiques. Dit comme cela, Jean Delacroix Koudada, vous qui êtes notre invité ce soir, est-ce que cela semble vérifié à votre avis? Oui, je pense que c'est vérifiable. Lorsque nous voyons simplement on peut faire un peu des statistiques là d'ici, et je ne sais pas, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui à la CPI, depuis 12 ans d'ailleurs que ça existe, n'est-ce pas, il n'y a que le continent africain qui est concerné. Et ça, je confirme. Et si vous allez plus loin, vous allez remarquer qu'il y a 9 pays aujourd'hui qui ont des détenus à ce niveau-là. Oui. Donc, on peut les citer à la RDC, mon pays d'origine. Il y a la République centrafricaine, il y a l'Ouganda, il y a le Soudan, il y a le Kenya, il y a la Libye, et il y a la Côte d'Ivoire. Mais où se trouvent les pays asiatiques, mon ami? Alors, sans toutefois parler des autres, est-ce que le fait que, par exemple, le président Laurent Gbagbo, oui, il s'y trouve, est un tort? Moi, je pense que c'est un tort. Oui. Parce que, est-ce que de l'autre côté aussi, il y avait des cas? Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de crimes? Bon. C'est vrai que lorsqu'on est pénalisé par une action qu'on a causée, on regarde les autres. Regardons de près le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Au moment où il a arrêté Laurent Gbagbo, il est contesté. Il sort d'une élection qui est très contestée et que c'est le chaos en Côte d'Ivoire. Oui. Et il est clair qu'il n'est pas évident qu'un tribunal, à ce moment-là bien entendu, qu'on puisse avoir un tribunal impartial. C'est l'impression qu'on a tout de suite. Donc du coup, on se dit que la CPI, étant donné que la Côte d'Ivoire a ratifié quand même les accords de Rome, oui, la CPI est bien placée pour mener cette action-là. Où est le tort là, à ce moment-là?
Non, le tort parce que on a l'impression qu'il n'y a que lui, c'est-à-dire qu'on a essayé un peu, on a été un peu tout à fait, disons, je ne sais pas si je peux parler des sentiments ou de quoi. Non, mais on n'a pas de sentiments, mais je veux dire, au niveau des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche d'abord? Il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire. Mais chez Ouattara, il y en a eu aussi, de ce côté-là. Sans faire la comparaison. Oui. Je veux dire, quand on prend le cas de Laurent Gbagbo. Oui, il faut demander aux Ivoiriens eux-mêmes. Parce que moi, je suis en France, je suis avec beaucoup d'Ivoiriens qui continuent à soutenir Gbagbo. Vous ne me direz pas le contraire. Ils existent. Et ils sont légions. Donc, à ce niveau-là, la responsabilité devait être partagée. Donc, moi, je ne sais pas, mais toutefois, nous allons suivre ces procès. Qu'on nous démontre. Enfin, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire un débat lorsque je n'ai pas des éléments sur ma table. Alors, c'est vrai que ce soit, on ne fait pas le procès ou le débat sur le cas Laurent Gbagbo, mais dans le fonctionnement général de la CPI, pourquoi de plus en plus, j'ai fait quand même le cas de, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est l'une des sources où généralement on va dénicher, on prend, on va dire, le pouls même sur un événement, quand on parle du buzz. Quand une information de plus en plus consultée, lorsque les personnes s'expriment davantage sur un sujet, la plupart de ceux qui se veulent panafricains ou africains qui s'y expriment sur les réseaux sociaux ils sont en train de reprocher la CPI ce qu'elle fait comme travail aujourd'hui. Oui. Et pourtant, je précise que la CPI semble bien dans son fonctionnement normal. C'est-à-dire poursuivre ceux et celles qui sont, par exemple, coupables de crimes contre l'humanité ou bien de... Voilà. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous ai donné au départ les statistiques. Pourquoi je vous ai parlé qu'il y a 9 pays africains qui ont des détenus à la CPI? Est-ce qu'en Irak, il n'y a pas de génocide? Est-ce qu'en Syrie, il n'y en a pas? Alors, et j'en passe. C'est-à-dire qu'il y a aussi certains pays... je ne sais pas, asiatiques ou européens, où aussi nous avons des tels comportements. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que fait la CPI pour ces gens? Alors, la question, c'est de savoir est-ce que ces pays-là ont ratifié ça? Non, moi, je pense que simplement, que si les Africains pensent aujourd'hui et constatent qu'il y a qu'eux qui sont poursuivis, ils doivent simplement mettre fin à cette histoire. Ça ne sert à rien, la CPI. Rien du tout. Il faut qu'on puisse avoir nos propres... Ça, c'est vraiment mon avis. Et j'ai dit ça en toute liberté. Les Africains doivent mettre fin à une structure bidon qui ne s'occupe que du continent et qui laisse aussi... Mais en Israël, il y a des problèmes. Alors là, moi, ça m'interpelle quand vous le dites, mais on sait une chose. Lorsqu'on a été présent sur le continent africain, ce n'est pas toujours évident de trouver des tribunaux qui soient impartiaux. On sait que ceux qui sont au pouvoir, généralement, tiennent les rênes du pouvoir en place. Et qu'il n'est pas évident qu'aujourd'hui, quand on retrouve des jurés, on va dire, vraiment impartiaux sur certaines questions. Oui, je sais que nous devons grandir, monsieur le journaliste. Nous devons grandir. Au départ, c'est vrai qu'on va tâtonner, mais on va y arriver. Il faut commencer par là. Et même on commençait comme ça. Vous croyez que tout était bien? Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des erreurs judiciaires, même ici en France. Vous trouvez un individu qui a été accusé injustement 10 ans après, on dit que ah non, il est sorti, il a été libéré et que l'État doit les dédommager autant, ou telle famille autant, parce que quelque part il y a eu erreur. Donc les erreurs tout à fait judiciaires sont humaines. Il faut que les Africains se le disent. Donc c'est pas une raison de se dire non, parce que nous, on n'a pas de magistrats, ou des magistrats qui sont non, ça ne passe pas. Il faut commencer quelque part. Là, vous parlez d'erreur judiciaire. Je ne me ferai pas ce soir l'avocat de la CPI. Ce qui essaie seulement de faire entendre, c'est que aujourd'hui, les Africains, ceux qui sont poursuivis par la CPI, c'est ceux-là qui, hier, s'appuyaient sur la même CPI lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Une fois en position de pouvoir, ils ont changé d'attitude. Et cet outil, cet instrument qu'ils ont soutenu, d'accord, se retourne contre eux. Alors, s'il faut sortir chaque fois sachant également que c'est pas évident sur le continent africain, je vous le répète, d'avoir des juges impartiaux, c'est pas évident, surtout quand la volonté politique n'y est même pas du tout. Et j'écoutais un commentateur qui laissait croire que
M. Gbagbo serait même mieux traité lorsqu'il se retrouve à La Haye que s'il était en prison, dans une prison quelconque en Côte d'Ivoire. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, il faut qu'on commence par là. Il faut qu'on commence quelque part. Et sortir du ridicule. Nos problèmes à nous doivent toujours être traités ailleurs. Mais c'est ridicule. Même si on a rectifié ces traités-là, mais on peut les changer. Où est le problème? Et vous pensez que la solution viendrait par là? Oui, parce que parce qu'on ne prend pas au sérieux nos magistrats. Et moi, je ne veux pas ça. Je pense que nos magistrats ont bien étudié. Et mais ils ont étudié où ça? Dans les écoles des Blancs. Ici même en Europe. Ils ont étudié ici. Mais sauf quand ils arrivent, comme je dis, le système les a engloutis à ne pas bien dire leurs droits. C'est vrai qu'ils deviennent des médiocres. Ça, c'est autre chose. Mais nous avons des gens, comme vous l'avez dit, qui sont capables de dire les droits comme il se faut. Comme il se doit. Donc, il faut encourager une telle initiative. Parce que ça ne sert à rien, c'est que ces pays... Mais écoutez, il y a 122 pays qui ont signé ces traités, si vous le savez. 122 pays. Mais je vous informe. Mais il y a que, si ces 122 pays-là, il n'y a que 9 pays concernés à l'ère où je vous parle. Alors, pour arriver au niveau des chiffres, donc, vous savez que l'information, elle est là. Au 1er mai 2013, en fait, il y a 122 États sur les 193 États membres de l'ONU qui ont ratifié le statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI. 32 États supplémentaires, dont la Russie et les États-Unis d'Amérique, ont signé le statut de Rome mais ne l'ont pas ratifié. Certains, dont la Chine et l'Inde, émettent des critiques au sujet de la Cour et n'ont pas signé le statut. Ça veut dire qu'en fait, les Chinois n'y sont pas du tout, comme bien d'autres puissances de ce monde qui ne veulent pas y adhérer. Mais c'est pas seulement à ce niveau-là. La difficulté, c'est, je dis bien, quand on critique aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'elle ne va pas dans le sens qu'on a souhaité hier, lorsque on ratifiait, lorsque on souhaitait y être, lorsque cette structure-là elle-même, elle protégeait ceux qui, quelques années après, sont trouvés au pouvoir et ont quand même été responsables de certains comportements qu'on leur reproche aujourd'hui. C'est vrai que la justice fait son travail et qu'à la fin des procès qui sont en cours aujourd'hui, on saura de quel côté donc on va les retrouver. Soit c'est les coupables qui seront condamnés, soit c'est les gens qui seront relaxés. Mais à vous entendre, en fait, sur le continent africain, on peut retrouver des personnes à même de diriger ce continent-là. Et c'est là où je vous fais, sans toutefois mélanger un tout petit peu de débat, je vous montre la difficulté réelle entre États africains ou entre leaders africains aujourd'hui de trouver des solutions efficaces face aux difficultés qui minent ce continent. Tout à l'heure, dans la première partie de ce magazine, on parlait du cas de Boko Haram. Il y a près de 5 pays qui sont en difficulté. Mais une solution efficace tarde à arriver. Un tout petit peu. Et lorsqu'on est face, par exemple, à la CPI, qui est une structure qui n'est pas africano-africaine, on pointe du doigt directement l'Occident. Et alors, je me retourne vers les Africains eux-mêmes, c'est-à-dire vers des gens comme vous, intellectuels, dans la diaspora aujourd'hui. J'aimerais bien quand même que vous puissiez nous proposer une solution concrète. On va se retirer de la CPI. Qu'est-ce qu'on aura demain comme garantie lorsqu'on verra un dictateur fou, comme il y en avait eu dans le passé, en train de mener l'Afrique, je sais pas, en train de tuer sans scrupule? On s'appuiera sur quelle structure? Oui, je crois que c'est tout à fait difficile aujourd'hui d'être encore dictateur en Afrique. Il y en a. Oui. Il y en a. Même si la forme change. C'est-à-dire, on voit des gens qui sont au pouvoir depuis 2 ou 3 décennies et qui sont en train de retoquer la Constitution parce qu'ils veulent pérenniser. C'est-à-dire qu'on voit un chiffre, on voit dans plusieurs, on a vu et on en voit encore aujourd'hui. Hier, on parlait du Burkina Faso. Peu avant, on parlait du Cameroun ou de l'Algérie ou encore de la Guinée équatoriale où on voit la Constitution, carrément la loi fondamentale d'un pays qui est revue, qui est retoquée pour que le président en place puisse être réélu alors que la Constitution ne le lui permet plus. Vous voyez ce genre de comportement? Bon, c'est pas ces pays qui va les régler ça. Alors là, on est entre Africains. Oui, je sais que la question est tout à fait pertinente. C'est vrai. Et c'est triste même ce que vous venez de dire tout à l'heure, parce que mon pays aussi, la RDC est concernée. Là aussi, il y a un problème de modification de la Constitution. Donc, ça veut dire que là, c'est pas l'Occident qui est pointé du doigt. Mais l'Angola aussi a ces mêmes problèmes. Je n'ai pas encore
plus loin, même le Congo-Brazzaville, ça souhaite attaquer pour ça. Jean de la Croix de Koudada, Oui. sans vouloir vous mettre mal à l'aise, mais la question se pose, êtes-vous laxiste envers les dirigeants africains? Je crois que j'avais, dans mon deuxième livre que j'avais écrit sur les catéchismes politiques, j'en parlais, que tous ces dirigeants-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne veulent pas partir du pouvoir aujourd'hui, et qui veulent rester là, souffrent évidemment ce que j'ai parlé moi de manque de culture politique. Et donc, le problème c'est que maintenant, comment on doit faire? Devons-nous les chasser? Mais avec quoi? Avec des armes. Je n'ai jamais préconisé une telle solution. Les Africains sont morts nombreux, mon ami, depuis la traite des Noirs à la colonisation et jusqu'à aujourd'hui. Les sangs a trop coulé en Afrique, il faut arrêter. Donc la seule voie qui serait, c'est la voie non armée, c'est-à-dire la voie de la démocratie. Et là aussi, ça tarde à venir, parce qu'ils s'accrochent toujours, ils sont là. Bien. Mais moi, je pense que, en dehors de la responsabilité que les Africains ont eux-mêmes de plonger leur pays dans les chaos, l'Occident y est pour quelque chose. Quand Obama a pris le pouvoir, tout le monde a fêté, on a dit non, Obama va faire partie des dictateurs. Dites-moi qui est parti. Tout à l'heure, je crois le 13 octobre, on a vu Hollande, le président français, partir au Congo, mon pays. Les gens avaient fêté, il va faire partie de Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila est toujours là. Il n'y a pas longtemps, il l'a reçu même à l'Élysée. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a une complicité même entre, n'est-ce pas, des présidents occidentaux et des présidents africains. Alors, ça, c'est. Et de deux, oui. De deux, c'est comme si on entre dans un système là, tout ce qu'on avait en tête, on le perd. Moi, je pense même n'est-ce pas, à une politique mystérieuse, permettez-moi un peu le terme. C'est-à-dire, c'est quand on entre en politique, même si on avait des bonnes idées, quand on arrive dedans, on ne sait plus agir. Jean de la Croix, Koudada, on sait que le pouvoir corrompt. Il faut avoir de fortes qualités humaines pour rester une personne intègre quand on est en position dans l'exercice du pouvoir. Ça, c'est pas nouveau. Pour le cas de l'Afrique, vous avez écrit 2 livres assez intéressants, le catéchisme politique et également les préalables d'une démocratie ouverte en Afrique, où vous-même vous reconnaissez que l'Afrique aujourd'hui, ses dirigeants manquent donc de cette volonté politique, c'est-à-dire, vous parlez d'analphabétisme en politique de ces dirigeants. On sait également que la plupart de ces dirigeants ont étudié dans les écoles occidentales, avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Occident. Que se passe-t-il quand on arrive en Afrique? L'amnésie totale? C'est-à-dire on a étudié avec ceux qui dirigent aujourd'hui, et lorsqu'on se retrouve dans son propre pays, on n'arrive plus à mettre en pratique ce qu'on a reçu? Oui, moi je pense que ceux qui sont vraiment au sommet de l'État, d'accord, n'ont pas beaucoup étudié. Alors, il faut que je m'exprime. Ceux qui sont au sommet de l'État n'ont pas du tout étudié, ou ils n'ont même pas beaucoup étudié. Et ils savent aujourd'hui, si ceux qui ont étudié prennent le pouvoir, ils ne vont pas se retrouver. Ils craignent certaines coteries. Donc c'est à nous de pouvoir nous battre, nous qui avons étudié, de les faire partir. Comment maintenant? Il faut commencer par la conscientisation. Voilà pourquoi nous écrivons. Même si on n'est pas souvent dit. Mais il faut commencer par là. Il faut qu'on arrive à conscientiser, à vulgariser notre combat. Et avec un peu de volonté, on peut y arriver. On n'a pas de choix. Parce que prendre les armes, ce n'est pas une solution. Les Africains, comme j'ai dit, sont trop morts. Il ne faut plus ça. Moi, je ne veux pas, je veux qu'on arrête cette hémorragie. Je te dis, depuis la traite des Noirs, combien d'enfants on n'a pas écrit en Afrique? Il faut arrêter. Donc, comme la lutte doit être une lutte démocratique, c'est que je pense, moi, c'est qu'il faut que ceux qui ont étudié puissent se souder et aller prendre des pouvoirs en Afrique. Qui puissent se souder? Ah oui, se mettre ensemble. Parce que ça ne sert à rien. Écoutez, je vous dis une chose. Je prends le Congo qui a 9 frontières. C'est le seul pays qui a 9 frontières. On dit, bon, Jean Guilagua devient chef de l'État. J'ai étudié. Bien, vous le souhaitez? Oui, pourquoi pas. Je rêve parfois de ça. Je prends le Congo au pouvoir, mais le Congo en face, il y a un abriti qui est là. Il va me faire, il va me faire la guerre. Attention, je vous coupe et c'est pas que je suis contre votre rêve. Je remets les choses, je positionne les choses autrement. Jean de la Croix Koudada, vous êtes là ce soir en tant qu'intellectuel africain.
vous avez quand même dans vos bagages, vous êtes docteur en philosophie. Aujourd'hui en France, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur indépendant. Ça veut dire que l'Afrique peut aussi compter sur des gens comme vous. Mais cependant, sans tirer sur vous, on a le sentiment que la plupart des intellectuels africains, une fois qu'ils sont en Occident et que le continent est à 6000 kilomètres, ils sont dans le confort, ils parlent de l'Afrique avec beaucoup de distance, c'est-à-dire ce n'est qu'un exercice intellectuel, mais l'action efficace même qui a poussé certains peuples à se réveiller en partant de ces intellectuels n'y est plus. Quand on vous lit, on a le sentiment que vous y êtes. Mais est-ce qu'au quotidien, en tant qu'intellectuel, avec d'autres intellectuels qui existent aujourd'hui, vous me direz que moi aussi, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'une action réelle est mise en marche, ne fût-ce que par la pensée, Oui. par la réflexion? D'abord, je reviens par Naya pour vous dire que Noël, dans 2 ans, je suis en Afrique. Dans 2 ans seulement? J'ai décidé. Non, dans 2 ans, je suis moi-même. Je vais travailler pour mon pays. Ah, ok. Donc, déjà, je peux vous mettre déjà à l'aise. Je vous le souhaite, parce que quand vous y serez, je suppose que ce ne sera plus un essai intellectuel. Oui. Donc, il faut que j'y arrive, parce que le combat doit se faire sur le terrain. C'est pas en aboyant ici. Non, vous ne voyez pas. Là, on réfléchit, voilà. On échange. Parce que voilà. Oui. Mais il faut connaître du dedans ce qui se passe. Il y a des réalités que nous sommes en train d'ignorer et nous sommes loin, comme ça dit, à 8000 km de nos pays. Il faut qu'on y arrive. Ça, c'est important. Mais maintenant, ici, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Une solution. C'est créer un cercle où on se retrouve un peu tous comme intellectuels. Discuter de nos problèmes. Et je crois que l'union fait la force. En nous mettant ensemble, nous pouvons peut-être réussir. Voilà ce que j'ai demandé aux intellectuels qui sont ici. C'est se mettre ensemble, créer peut-être un cercle fort, n'est-ce pas? Pour qu'on arrive à traiter des problèmes africains pour l'intérêt des Africains qui ont choisi d'être en Europe et des Africains qui ont choisi de rester en Afrique. C'est un problème de choix. D'accord. Donc, je sais que c'est sur donc cette belle phrase, ce beau rêve, en fait, cet espoir que l'union fait la force et que en travaillant ensemble, main dans la main, pour paraphraser un peu ce que vous avez dit, que nous allons donc vous dire au revoir en espérant que vous reviendrez une prochaine fois et qu'effectivement, les intellectuels comme vous qui pensez l'Afrique, pensez-la sérieusement et vous allez mettre en marche un mouvement, quelque chose pour que l'Afrique de demain puisse quand même être meilleure que celle qu'on vit aujourd'hui. Chers auditeurs, donc notre magazine arrive donc à sa fin. On espère vous retrouver donc nombreux la semaine prochaine. Merci Jean de la Croix Koudada et au plaisir de vous retrouver donc une prochaine fois sur nos antennes. Oui, merci Jean-Noël pour cette opportunité que tu m'as offerte. Je suis très reconnaissant et merci encore. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.